Un blocus, pas un coup de feu. Du jour au lendemain, l'Europe découvre que ses règles de sécurité viennent de changer. Pourquoi la mer Baltique, cette mer froide et paisible, s'est-elle soudain transformée en champ de bataille silencieux, mais lourd de menaces? Ce n'est pas une simple provocation isolée. C'est une démonstration de force qui bouleverse tout le continent, sans qu'un seul tir n'ait été échangé. En quelques heures à peine, Moscou pose un ultimatum glaçant. Toute tentative polonaise pour traverser la nouvelle zone de sécurité sera considérée comme un acte d'agression. Dans la nuit, la Russie annexe le plateau continental polonais et les corvettes de la flotte russe verrouillent l'accès au terminal GNL de Świnoujście, le cœur de l'indépendance énergétique polonaise. Sur les écrans radars, la tension monte. Les complexes bastions déployés en urgence menacent désormais tout le littoral depuis Kaliningrad. Tandis que la moitié de la flotte polonaise est immobilisée en cale sèche pour rénovation, la Russie ferme la mer, transformant la Baltique en lac privé. Varsovie se réveille piégée. Les opérateurs du terminal voient les livraisons s'arrêter, les cargos ralentissent ou font demi-tour, et à 4 heures du matin, le gouvernement polonais découvre l'ampleur du choc. La Pologne vient d'être coupée de ses ressources vitales, sans riposter, sans même comprendre comment les choses ont pu basculer si vite. Des protocoles secrets confirment la catastrophe. Même le bouclier antimissile ne peut plus garantir la protection du pays. Accepter de perdre le contrôle de ses frontières et de son énergie, sans réagir, c'est accepter une nouvelle norme, celle de la soumission. Si la Pologne plie, demain, cette réalité pourrait frapper n'importe quel autre pays européen. L'enjeu n'a jamais été aussi grand. Mais comment en est-on arrivé là? Décortiquons ensemble les étapes d'une crise orchestrée dans l'ombre qui redéfinit les règles du jeu en Europe. Rien ne laissait présager l'escalade. Mais à la veille du clash, tout était déjà en place. En mer Baltique, la tension n'est pas un événement, c'est un état latent. Regardez la carte. La Pologne et l'enclave russe de Kaliningrad se frôlent presque. Quelques kilomètres seulement séparent les deux territoires. Świnoujście, sur la côte polonaise, semblait jusqu'ici un port comme un autre. Les navires polonais entraient en cale sèche, les tankers gazaient la routine, et les radars balayaient un horizon calme. En apparence, rien de différent. Mais à l'aube, des mouvements inhabituels commencent à se dessiner. Sur la plage, des systèmes de missiles Bastion, habituellement absents, prennent position au plus près du rivage. Les satellites alliés confirment, la Russie déploie méthodiquement ses batteries côtières, sans bruit, sans agitation. Puis, à minuit 15, plusieurs corvettes russes franchissent une zone disputée, habituellement sous contrôle économique polonais. Tout se déroule comme sur un échiquier. Pas de chaos, pas de tir, juste une manœuvre parfaitement orchestrée. En quelques minutes, ces navires forment une barrière tangible, coupant l'accès au terminal GNL de Świnoujście. Aucun coup de feu, aucune déclaration de guerre, rien de spectaculaire. Mais en réalité, la route maritime clé de la Pologne est subitement contrôlée par la Russie. Il est 3 heures du matin. Des alertes circulent sur les fréquences internationales. Un message, calme mais implacable, annonce la création d'une zone de sécurité temporaire et exige aux navires commerciaux de changer de cap. Les premiers tankers ralentissent, certains s'arrêtent. À Varsovie, la panique s'installe. Les officiers du General Staff affluent en urgence. Les rapports tombent. Il ne s'agit plus d'une simple patrouille. Les batteries Bastion couvrent tout le secteur. Tout navire polonais approchant serait à portée de frappe. En quelques heures, la Pologne se retrouve paralysée, prise au dépourvu. Pourtant, sur le terminal, c'est le silence. Les employés fixent les points lumineux sur les radars. La chaîne d'approvisionnement énergétique du pays est menacée. Ce qui glace, c'est l'absence de bruit. Pas d'assaut, pas de violation frontalière officielle, juste une réalité imposée. Au petit matin, les premières dépêches filtrent, la presse s'empare du sujet. Mais le gouvernement polonais, dépassé, temporise. Un communiqué prudent annonce simplement une vigilance accrue et des consultations avec les alliés. Mais la vérité, c'est que Varsovie ne maîtrise plus rien. Quand enfin la défense polonaise hausse le ton, il est trop tard.
Un changement majeur a eu lieu, sans un seul tir. Ignorer ces signaux faibles, c'est accepter qu'un changement de statu quo puisse survenir du jour au lendemain et que l'Europe soit surprise. Ce qui, au début, ressemblait à un exercice naval banal, s'est transformé en ligne rouge géopolitique. Mais pourquoi la Russie a-t-elle choisi cette stratégie? Ni invasion, ni déclaration de guerre, juste un nouveau fait sur la carte. En quelques heures, la Russie a imposé une zone de sécurité en mer Baltique, protégée par ses missiles et ses navires de guerre. Aucun tir, aucune annonce tonitruante, mais un verrouillage silencieux qui paralyse toute réaction armée. Pour la Pologne, le choc est brutal. Varsovie ne contrôle plus ses routes maritimes vitales. Pourtant, dans ses premières déclarations, le gouvernement évite soigneusement les mots qui fâchent. Pas question de parler de blocus ou de ultimatum. Officiellement, la Pologne suit attentivement la situation et consulte ses alliés. Mais entre les lignes, tout est clair. Varsovie n'a plus la main. Pire, toute tentative d'escorte militaire des cargos polonais pourrait déclencher une escalade immédiate. C'est écrit noir sur blanc dans les rapports internes qui fuitent dans la presse. Sur le plan militaire, la Pologne n'a aucune garantie de succès. Ses systèmes de défense aérienne ne rivalisent pas avec les nouveaux missiles russes déployés à Kaliningrad. Même une couverture du ciel ne suffirait pas à briser ce cordon sans risque majeur. À Moscou, le ton est glacé et calculé. Toute action jugée provocatrice dans la zone de sécurité sera traitée comme une menace pour la sécurité nationale russe, affirme le Kremlin. C'est un avertissement à peine voilé. Le moindre faux pas pourrait provoquer un affrontement direct. L'Europe, elle, se divise. Les pays baltes montent au créneau, criant à la répétition d'une guerre hybride. Ils exigent une riposte ferme, dénonçant une répétition de 2014, mais sur mer cette fois. À l'opposé, l'Allemagne et la France tempèrent, conscientes qu'un geste trop fort pourrait faire basculer l'Europe dans une confrontation incontrôlable. L'OTAN réagit en convoquant en urgence ses membres, mais l'alliance reste bloquée. La Russie a agi sous le seuil de la guerre, mais bien au-dessus du simple incident. Et pendant que les diplomates s'agitent, chaque heure ancre la nouvelle frontière maritime imposée. Les marchés paniquent, les prix du gaz s'envolent, les compagnies énergétiques cherchent déjà des plans B. Mais le vrai dilemme est ailleurs. Faut-il casser ce blocus, avec tous les risques d'escalade, ou s'adapter à cette nouvelle réalité, au prix d'une perte d'influence et de sécurité? Un pas de travers, et l'Europe entière pourrait glisser dans un face-à-face direct avec la Russie. Mais ce n'est pas un simple événement isolé. Cette crise s'inscrit en réalité dans une stratégie russe bien plus vaste. Ce n'est pas une exception, c'est la nouvelle méthode de Moscou. Ce qui se passe aujourd'hui en mer Baltique, c'est le reflet d'une stratégie russe qui ne se limite plus à la simple démonstration de force ou aux vieilles provocations. Regardez autour. En mer Noire, dans l'Arctique, le long de la route du Nord aussi, les blocages et les manœuvres se multiplient. Partout, la Russie modernise ses infrastructures, déploie de nouvelles batteries de missiles et construit des terminaux capables de contrôler les points de passage essentiels. Ce n'est plus seulement la Baltique qui est en jeu, c'est toute la carte maritime et énergétique européenne qui se redessine sous nos yeux. La pression hybride russe, c'est ce mélange précis de menaces militaires, de pressions économiques et de diplomatie agressive. Prenons l'exemple polonais. Des navires de guerre positionnés pour verrouiller l'accès, des déclarations habiles qui transforment une agression en soi-disant mesure de sécurité, et, au cœur du dispositif, le contrôle d'un terminal gazier vital. Moscou sait que la peur d'un choc frontal paralyse l'Occident. Alors oui, les communiqués fusent, les exercices militaires s'enchaînent, mais au fond, les réponses restent symboliques. Personne n'ose franchir la ligne rouge. C'est là tout le piège. Chaque heure où les navires russes imposent leur présence, une nouvelle frontière de fait s'installe, changeant la donne stratégique. Les marchés, eux, réagissent à la seconde. Les prix du gaz s'envolent, l'incertitude s'installe, les investisseurs prennent peur, cherchant déjà des itinéraires alternatifs. Mais le vrai choc se produit ailleurs, dans les esprits des décideurs, qui comprennent soudain que céder une fois, c'est ouvrir la porte à un engrenage.
Aujourd'hui la Pologne, demain un autre port européen. Chaque concession devient un précédent réutilisable, un test réussi pour Moscou. Voilà le risque majeur. Si cette crise passe sans réponse ferme, si l'Europe s'habitue à ces nouveaux faits accomplis, alors n'importe quel port, n'importe quelle route critique devient vulnérable à la prochaine offensive hybride. La sécurité énergétique, la stabilité économique, la souveraineté européenne, tout peut basculer sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Face à cette nouvelle réalité, une question s'impose. Peut-on encore inverser la tendance, ou l'Europe doit-elle apprendre à vivre sous cette pression permanente? Le silence sur la mer peut être mortel. Que faire avant qu'il ne soit trop tard? Le blocus maritime qui se déroule aujourd'hui dans la Baltique n'est pas qu'un épisode dramatique de plus. Il s'agit d'un signal d'alarme. Face à cette nouvelle stratégie hybride, l'Europe ne peut plus se contenter de réactions symboliques. La première leçon à tirer est l'urgence absolue de repenser notre sécurité énergétique. Dépendre d'un nombre limité de routes maritimes ou de fournisseurs, c'est offrir aux puissances extérieures un levier redoutable pour nous déstabiliser économiquement, sans tirer un seul coup de feu. Si le gaz ou le pétrole cessent d'arriver, ce sont nos usines, nos foyers et notre quotidien qui vacillent en quelques jours. Ensuite, la défense maritime doit devenir une priorité, et pas seulement sur le papier. Les exercices conjoints de l'OTAN et les déclarations vigoureuses ne suffisent plus. Il faut investir dans les flottes, renforcer la surveillance de nos côtes et moderniser la protection des infrastructures critiques. L'adaptabilité est devenue une question de survie. Cela passe par des budgets de défense revus à la hausse, une coordination militaire sans faille et des scénarios de crise élaborés pour les situations grises où l'agression n'est jamais totale, mais la pression toujours croissante. Sur le plan diplomatique, l'Europe devra apprendre à agir unie et rapidement. Trop souvent, la cacophonie des capitales nuit à l'efficacité. Il est temps de créer des lignes de communication robustes, d'anticiper les menaces hybrides et de ne pas attendre que le fait accompli s'impose dans le silence général. Mais au-delà des gouvernements et des institutions, chaque citoyen européen doit prendre conscience de ce qui se joue. Car le vrai danger, c'est que cette méthode de pression devienne la norme, s'abatte demain sur un autre port, une autre frontière, un autre pays. Lutter seul, c'est s'exposer à perdre le contrôle, à accepter sans réagir une nouvelle réalité imposée de l'extérieur. Ne pas agir, c'est condamner l'Europe à l'impuissance stratégique. Seule une prise de conscience collective, à tous les niveaux, peut inverser la tendance et reconstruire une résilience durable. Face à cette réalité troublante, chacun doit s'interroger. Comment réagir et se préparer à la prochaine crise? Quand les cartes sont distribuées sur l'eau, l'avenir de l'Europe se joue à chaque port. Ce qui se passe aujourd'hui en mer Baltique, ce n'est pas seulement une histoire de navires ou de frontières maritimes. Derrière cette apparente routine du trafic maritime, c'est tout l'équilibre de notre continent qui vacille, parce que la Russie est en train d'imposer, sans tirer un seul coup de feu, une nouvelle réalité. Un blocus discret, oui, mais terriblement efficace, qui bouleverse notre accès à l'énergie, notre économie et jusqu'à la manière dont nous concevons la sécurité. On aurait pu croire à un simple incident régional, une énième provocation parmi tant d'autres. Mais la réalité, c'est que nous assistons à une démonstration de force inédite, la capacité à créer des faits accomplis sur l'eau, à redessiner les règles, sans jamais franchir la ligne rouge de la guerre ouverte. C'est là toute la subtilité de cette pression hybride. L'enjeu, ce n'est pas seulement pour Varsovie ou pour les ports baltes, chaque maillon de la chaîne énergétique et logistique européenne s'en trouve menacé. Quand une nouvelle frontière s'impose sur la mer, ce sont nos industries, nos hôpitaux, nos foyers qui ressentent la secousse. Ce que la Russie teste aujourd'hui, c'est la solidité de toute l'architecture de sécurité occidentale. Va-t-on accepter, petit à petit, que d'autres décident ce qui est possible ou non sur notre propre territoire? Ou saura-t-on réagir, collectivement, avant que le modèle ne se répète ailleurs, en Atlantique, en Méditerranée, sur chaque route stratégique? La tentation, c'est de se dire que cela ne nous concerne pas, ou que nos dirigeants trouveront bien une solution. Mais ne rien demander à ces dirigeants,
c'est finalement accepter, sans le dire, que d'autres fixent les règles du jeu à notre place. Le vrai danger, il est là. Que l'Europe perde progressivement la main, non pas sous le fracas des bombes, mais dans le silence d'une mer apparemment calme. L'histoire récente nous l'a prouvé. La carte de l'Europe peut évoluer non plus à la table des négociations, mais sur l'eau, où chaque mile marin devient un levier d'influence. Alors, la question est simple. Serons-nous spectateurs ou acteurs de notre propre sécurité? Exiger la clarté, la fermeté et l'anticipation de nos dirigeants n'est plus une option, c'est une nécessité. Comprendre comment ces jeux d'influence lointains peuvent bouleverser nos vies, c'est la première étape. Rester informé, questionner, ne pas se contenter des réponses toutes faites. C'est ainsi que l'Europe pourra, demain, défendre ses intérêts et préserver son autonomie. Parce qu'au fond, quand la mer est calme, ce n'est pas toujours un signe de paix. Parfois, c'est simplement le silence avant la tempête. Soyons vigilants.